Dans la précipitation d'une métropole indifférente, un homme invisible observe en silence un camion valant des millions, immobilisé depuis des mois. Lorsqu'il décide d'agir, son talent surprend tout le monde et redonne vie au moteur que personne n'avait réussi à réparer. Cet instant transforme non seulement sa vie, mais aussi la culture d'une entreprise entière et le cœur d'un entrepreneur aveuglé par l'arrogance. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil écrasant de l'après-midi parisien se reflétait sans pitié sur l'asphalte du boulevard périphérique, créant des vagues de chaleur qui déformaient la vision des voitures qui passaient à toute vitesse. C'était un jour ordinaire de plus dans la plus grande métropole du pays, où des millions de personnes se déplaçaient comme des fourmis pressées, chacune portant ses rêves, ses peines, ses urgences. Entre les gratte-ciels de verre et de béton qui s'élevaient comme des monuments au progrès, une réalité plus crue se révélait au coin des rues, sous les viaducs, aux feux de signalisation, où des mains se tendaient à la recherche d'une pièce, d'un regard, d'un peu d'humanité. Antoine marchait lentement sur le trottoir, traînant ses pieds nus sur le béton chaud. Ses cheveux grisonnants étaient emmêlés, sa barbe mal rasée couvrait un visage qui avait autrefois été jeune, plein de rêves. Sur son dos, il portait une vieille couverture, délavée par le temps et les intempéries. Dans sa main droite, il tenait un sac en plastique usé où il gardait ses seuls biens. Une tasse en aluminium cabossée, quelques papiers jaunis qu'il s'obstinait à ne pas jeter, et une petite photo, presque méconnaissable, qu'il protégeait comme son plus grand trésor. Les gens passaient à côté de lui comme s'il était invisible. Des hommes en costume regardaient leur téléphone portable. Des femmes élégantes traversaient la rue pour éviter tout contact. Des jeunes avec des écouteurs suivaient leur chemin sans même remarquer sa présence. Antoine s'était habitué à cette invisibilité. Il faisait partie d'une foule silencieuse qui habitait les recoins oubliés de la grande ville. Des gens qui avaient un jour eu un nom, un prénom, une adresse, mais qui n'existaient plus que comme des ombres urbaines, des fantômes que la société préférait ne pas voir. Mais Antoine avait un rituel. Chaque jour à la même heure, il s'arrêtait devant un immeuble moderne en verre miroir qui abritait le garage le plus sophistiqué de la région. La façade était imposante, avec des lettres dorées qui annonçaient « Olivier & Associés, solutions automobiles premium ». À travers les grandes vitres transparentes, il pouvait voir l'intérieur impeccable, un sol en céramique polie qui brillait sous les lumières LED, des équipements de dernière génération disposés de manière millimétrique, des employés en uniformes impeccables se déplaçant avec une précision quasi militaire. Et il était là. Le camion. Un Scania de grande valeur, peint en bleu métallisé, qui depuis 4 mois restait immobile au même endroit, comme un géant endormi qui refusait de se réveiller. Antoine connaissait ce véhicule mieux que quiconque ne pouvait l'imaginer. Il avait observé chaque tentative de réparation, chaque frustration des mécaniciens, chaque regard de désespoir du propriétaire du garage. Charles-Édouard Olivier était un homme de 52 ans, aux cheveux noirs parfaitement coiffés, toujours vêtu de costumes coûteux et de chaussures italiennes. Il avait bâti son empire automobile d'une main de fer, exigeant la perfection de tous ceux qui l'entouraient et n'acceptant jamais le mot impossible. Son garage ne servait que des clients VIP, des hommes d'affaires, des artistes, des politiciens. C'était un homme qui mesurait le succès à la taille de son compte en banque et au respect qu'il imposait par la peur. Cet après-midi-là, Charles-Édouard arpentait l'intérieur du garage d'un pas nerveux, les mains crispées derrière le dos. Son front transpirait malgré la climatisation et ses yeux montraient une irritation qui grandissait de jour en jour. Le camion Scania garé là n'était pas seulement un véhicule problématique, c'était un affront personnel, un coup porté à sa réputation, un rappel quotidien que, pour la première fois de sa carrière, il avait rencontré un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. « Monsieur Olivier, nous avons tout essayé », dit Marc, le chef mécanicien du garage, un homme de 40 ans aux mains perpétuellement sales de graisse, bien qu'il les lave constamment. Sa voix portait la fatigue de quelqu'un qui avait passé des mois à essayer de déchiffrer une énigme mécanique qui semblait impossible. « Nous avons changé le module d'injection, remplacé le faisceau électrique principal, vérifié tout le système hydraulique. Les 5 experts que vous avez fait venir de l'extérieur sont arrivés à la même conclusion.
Il ne trouve pas la panne. Charles-Édouard s'arrêta brusquement, se tournant vers Marc avec des yeux qui lançaient des éclairs de fureur contenue. « 4 mois, Marc. 4 mois que ce monstre est ici à prendre de la place, à engloutir mon argent, à détruire ma crédibilité. Pensez-vous que c'est acceptable? Pensez-vous que je peux expliquer à mes clients qu'un garage qui facture des tarifs premium ne peut pas réparer un camion? Monsieur, je comprends votre frustration, mais... » Frustration? Charles-Édouard éleva la voix, faisant en sorte que d'autres employés arrêtent leurs activités pour observer la discussion. Ce n'est pas de la frustration, Marc, c'est de l'humiliation. J'ai fait venir des ingénieurs de Lyon, des spécialistes de Marseille, même un consultant belge qui a coûté une fortune. Et rien, absolument rien. Ce camion me fait passer pour un amateur. Dehors, Antoine continuait son observation silencieuse. À travers la vitre, il pouvait voir l'agitation, les gestes nerveux, les discussions tendues. Il connaissait ce genre de désespoir. Il avait déjà ressenti sur sa propre peau la pression des problèmes qui semblaient sans solution. Ses yeux expérimentés remarquaient des détails que les autres ne percevaient pas. La façon dont le capot du camion était légèrement désaligné, suggérant qu'ils avaient touché au moteur à plusieurs reprises. Les traces de pneus sur le sol indiquant qu'ils avaient tenté de le déplacer plusieurs fois sans succès. L'expression de défaite sur les visages des mécaniciens qui ne savaient plus quoi faire. Antoine soupira profondément. Ses doigts serrèrent inconsciemment le sac en plastique qu'il portait. À l'intérieur, en plus de ces quelques biens, il y avait quelque chose que personne ne pouvait imaginer. 30 ans d'expérience en mécanique poids lourd, des connaissances acquises dans des garages, des entreprises de transport, des sociétés de logistique. Il avait été l'un des meilleurs professionnels du secteur, respecté par ses collègues et admiré par ses patrons. Mais tout cela semblait appartenir à une autre vie, à un autre homme, à une personne dont il doutait parfois qu'elle fait réellement exister. Il se souvint de Marie-Hélène, sa femme, et de la façon dont elle riait quand il rentrait à la maison, les mains sales d'huile, se plaignant d'un moteur têtu qu'il avait finalement réussi à dompter. Elle disait qu'il avait un don spécial, une connexion presque mystique avec les machines, qu'il pouvait entendre ce qu'elles essayaient de dire à travers chaque bruit, chaque vibration, chaque panne. « Tu ne répares pas les moteurs, mon amour », plaisantait-elle souvent. « Tu leur parles. » Le souvenir apporta une douleur familière à sa poitrine. Marie-Hélène était partie il y a 5 ans, emportée par un cancer qui avait consumé non seulement sa vie, mais aussi toutes les ressources, toute la stabilité, tout l'espoir qu'Antoine avait construit au fil des décennies. Le traitement coûteux, les médicaments importés, les consultations avec des spécialistes, tout cela avait coûté la maison, la voiture, les économies. Et quand elle est partie, elle a emporté avec elle l'envie de vivre, laissant Antoine perdu dans un monde qui n'avait soudain plus de sens. L'alcool est venu comme une échappatoire, puis la dépression, la perte d'emploi, l'expulsion. En quelques mois, l'homme qui avait été directeur technique de l'une des plus grandes entreprises de transport de la ville s'est retrouvé à dormir sous les porches, à mendier de la nourriture, à être traité comme un déchet humain par une société qui ne pardonne pas les chutes. Mais la connaissance restait intacte dans son esprit, comme une bibliothèque abandonnée qui gardait encore tous ses livres. À l'intérieur du garage, la tension continuait de monter. Charles-Édouard avait convoqué une réunion d'urgence avec toute l'équipe. 7 employés se sont réunis autour du camion problématique, chacun portant la frustration de mois de tentatives infructueuses. « Messieurs, » commença Charles-Édouard, sa voix maintenant froidement, « contrôlez. Nous sommes face à une situation inacceptable. Ce véhicule est arrivé ici avec un problème apparemment simple, une panne de l'injection électronique. 4 mois plus tard, nous avons dépensé plus de 10 000 € en pièces, en consultations et en main-d'œuvre spécialisée. Et le résultat, 0. Le camion reste mort. » Marcel, un jeune mécanicien de 28 ans, osa lever la main. « Monsieur Olivier, peut-être est-il temps d'accepter que certains problèmes sont impossibles à résoudre. J'ai déjà vu des cas comme ça dans d'autres garages. Impossible ?» Charles-Édouard s'approcha, jusqu'à se retrouver face au jeune mécanicien. « Depuis quand est-ce que j'accepte le mot impossible dans ce garage? Depuis quand est-ce que nous abaissons nos standards pour accepter la défaite ?» Le silence s'installa dans la pièce.
Tout le monde savait que Charles-Édouard était sous une pression énorme. Le camion appartenait à un client très spécial, Robert Mercier, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de logistique du pays, un homme influent qui pouvait tout aussi bien catapulter la réputation du garage que la détruire complètement. Robert avait déjà appelé 3 fois cette semaine-là, chaque fois plus impatient, chaque fois plus proche de confier ses affaires à la concurrence. « Je veux des solutions, pas des excuses », continua Charles-Édouard. « Je veux que vous pensiez hors des sentiers battus, que vous consultiez des manuels que vous n'avez jamais consultés, que vous appeliez des fournisseurs d'autres pays si nécessaire. Mais je veux ce camion en état de marche d'ici la fin de la semaine, même s'il faut pour cela le démonter pièce par pièce et le remonter de zéro. » Dehors, Antoine observait tout avec une expression pensive. Il connaissait ce genre d'orgueil blessé, ce besoin désespéré de prouver sa compétence. Il avait été de l'autre côté de nombreuses fois, essayant de résoudre des problèmes complexes tandis que des patrons impatients lui soufflaient dans le cou. Mais il savait aussi que parfois, la solution la plus simple se trouvait exactement là où personne ne pensait à chercher. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur le camion. D'après la position dans laquelle il était garé, la façon dont le capot restait légèrement soulevé, les câbles qu'il pouvait voir partiellement à travers la vitre, Antoine commença à formuler une hypothèse. Elle n'était pas basée sur des équipements de diagnostic ou des scanners électroniques. Elle était basée sur quelque chose de beaucoup plus primitif et parfois de beaucoup plus efficace, une intuition professionnelle affinée par des décennies d'expérience. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel parisien de teintes orangées qui se reflétaient sur les fenêtres des immeubles. La circulation sur le boulevard diminuait légèrement, mais à l'intérieur du garage, la tension semblait augmenter à chaque minute qui passait. Charles-Édouard continuait de faire les 100 pas, gesticulant nerveusement tout en donnant des instructions de plus en plus spécifiques et désespérées à son équipe. Antoine savait que le moment de prendre une décision approchait. Il pouvait rester là, dehors, à observer en silence, comme il l'avait fait au cours des 4 derniers mois. Il pouvait continuer à être invisible, insignifiant, un parmi les milliers d'oubliés qui peuplent les rues de la ville, où il pouvait tout risquer en un seul coup, s'exposant à l'humiliation, à la moquerie, au risque d'être expulsé violemment. Mais, au fond de son âme fatiguée, quelque chose pulsait encore. La fierté professionnelle que ni la misère ni le désespoir n'avaient réussi à tuer complètement. La connaissance qui restait vivante, n'attendant qu'une occasion de se manifester à nouveau. Le souvenir de Marie-Hélène lui chuchotant à l'oreille qu'il était spécial, qu'il avait un don, qu'il pouvait faire des choses que d'autres ne pouvaient pas. Antoine prit une profonde inspiration, ajusta la couverture sur ses épaules et, pour la première fois en 4 mois, fit un pas vers l'entrée du garage. Ses pieds nus touchèrent le sol poli du hall d'entrée et immédiatement, toutes les conversations cessèrent. Des regards de surprise, de dégoût et d'indignation se tournèrent vers cet homme dépenaillé qui osait profaner un environnement si immaculé. Le gardien du garage, un homme grand et imposant nommé Alain, s'approcha immédiatement avec une expression menaçante. « Eh, vous ne pouvez pas entrer ici, c'est une propriété privée. » Antoine s'arrêta, mais ne recula pas. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une détermination qui le surprit lui-même. Quand il parla, sa voix sortit claire, ferme, chargée d'une autorité qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « Je sais quel est le problème du camion. » La phrase résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre par temps clair. Charles-Édouard, qui se trouvait au fond du garage, se retourna brusquement. Les mécaniciens arrêtèrent leurs activités. Le gardien lui-même hésita, ne sachant pas exactement comment réagir à cette déclaration inattendue venant de quelqu'un qui semblait n'avoir pas un sou en poche. Charles-Édouard s'avança lentement vers l'avant du garage, ses yeux étudiant cet homme étrange qui avait fait irruption dans son monde organisé comme une apparition fantomatique. Il y avait quelque chose dans la posture d'Antoine, dans la façon dont ses yeux se fixaient sur le camion, qui éveilla une curiosité réticente chez l'homme d'affaires. Charles-Édouard resta immobile quelques secondes, traitant cette déclaration inattendue. Ses yeux parcoururent Antoine de haut en bas, les pieds nus et sales, les vêtements froissés et malodorants, les cheveux en désordre, la barbe mal rasée. Tout chez cet homme criait le désespoir, la misère, l'abandon.
Comment quelqu'un dans cet état pouvait-il savoir quoi que ce soit sur un problème qui avait vaincu les meilleurs spécialistes de la ville? Un rire sec s'échappa des lèvres de Charles-Édouard. « Vous savez quel est le problème du camion ?» L'ironie dans sa voix était aussi tranchante qu'une lame. « Et qui êtes-vous exactement pour faire une telle affirmation ?» Antoine ne se laissa pas intimider. Après des années à vivre dans la rue, il avait affronté des situations bien pires que le mépris d'un homme d'affaires arrogant. Ses yeux restèrent fixés sur ceux de Charles-Édouard, et quand il parla, sa voix portait la patience de celui qui avait appris que la hâte ne servait qu'à multiplier les erreurs. « Mon nom est Antoine Dubois. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Transports Méridionaux en tant que directeur technique de la division des véhicules lourds. Je me suis spécialisé dans les moteurs Scania, Mercedes et Volvo. Je connais ces moteurs comme ma poche. » Le silence qui suivit fut différent du précédent. Il y avait quelque chose dans la façon dont Antoine parlait, dans la précision de ses mots, dans l'assurance avec laquelle il mentionnait des termes techniques qui fit même hésiter Charles-Édouard. Mais l'homme d'affaires avait bâti sa réputation en ne montrant jamais de faiblesse, en n'admettant jamais qu'il pouvait avoir tort. Transports Méridionaux? Charles-Édouard croisa les bras, maintenant sa posture de défi. Jamais entendu parler. Et même si c'était vrai, que ferait un ancien employé d'une entreprise quelconque à vivre dans la rue? La question frappa Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, son masque d'assurance vacilla, révélant la douleur profonde qu'il portait. Mais il était venu là avec un but, et il ne permettrait pas au passé de l'empêcher de tenter de reconquérir un morceau de sa dignité perdue. « La vie nous mène parfois sur des chemins que nous ne choisissons pas, » répondit Antoine, sa voix légèrement plus basse. Mais la connaissance ne se perd pas, les machines restent les mêmes, les problèmes continuent d'avoir des solutions, et ce camion-là a un problème que vous ne voyez pas parce que vous cherchez au mauvais endroit. Marc, le chef mécanicien qui était resté silencieux jusqu'alors, fit un pas en avant. Il y avait quelque chose chez cet homme dépenaillé qui éveillait sa curiosité professionnelle. Tout au long de sa carrière, il avait appris à reconnaître quand quelqu'un s'y connaissait vraiment en mécanique, et quelque chose dans la façon dont Antoine regardait le camion suggérait une connaissance authentique. « Quel genre de problème ?» demanda Marc, ignorant le regard de reproche que Charles-Édouard lui lança. Antoine fit quelques pas vers le camion, ses yeux parcourant le véhicule avec la méthode d'un chirurgien étudiant un patient. « Vous cherchez des problèmes électroniques, complexes, des pannes dans le module d'injection, des défauts dans le système d'alimentation. Mais parfois, le problème le plus simple est celui qui passe inaperçu. »« Simple ?» intervint Charles-Édouard, son irritation grandissant. « Rien dans ce camion n'est simple. Nous avons changé des pièces qui ont coûté 3 000 €, fait venir des spécialistes qui ont facturé des fortunes, utilisé des équipements de diagnostic qui valent plus que des voitures populaires. »« Et pourtant, le camion est toujours à l'arrêt, » répondit calmement Antoine, « ce qui devrait vous dire quelque chose sur l'efficacité de toute cette technologie coûteuse. » L'observation fut comme jeter de l'huile sur le feu de l'irritation de Charles-Édouard. Ses poings se serrèrent, et pendant un moment, il sembla qu'il allait exploser de fureur. Mais il y avait quelque chose dans la posture tranquille d'Antoine, dans la façon dont il restait impassible face à l'hostilité, qui le fit hésiter. Alain, le gardien, qui était resté près de la porte d'entrée, fit un pas vers Antoine. « Monsieur Olivier, voulez-vous que j'expulse ce perturbateur ?» Charles-Édouard leva la main, signalant au gardien de s'arrêter. Une partie de lui était sincèrement curieuse de voir jusqu'où cet homme étrange pousserait son audace. Après tout, qu'y avait-il à perdre? 4 mois d'échec avaient déjà épuisé toutes les options conventionnelles. « Très bien, » dit Charles-Édouard, sa voix chargée de sarcasme. « Je vous donne 5 minutes pour prouver que vous n'êtes pas juste un autre fou qui se prend pour un génie. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, je veux que vous partiez d'ici et que vous ne reveniez plus jamais. Compris ?» Antoine hocha la tête. 5 minutes. C'était peu de temps, mais peut-être suffisant. Il s'approcha du camion et, avant toute chose, resta simplement immobile à côté du véhicule, regardant, écoutant, sentant. C'était quelque chose qu'il avait appris des décennies plus tôt. Avant de toucher à une machine, il fallait établir une connexion, comprendre ce qu'elle essayait de communiquer. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Marcel, le plus jeune mécanicien, sincèrement curieux. « J'écoute », répondit simplement Antoine.
Vous écoutez quoi? Le moteur n'est même pas allumé. C'est exactement pour ça. Antoine posa la main sur le capot du camion. Une machine à l'arrêt parle aussi, Marcel. À travers la position de ses pièces, l'odeur qu'elle laisse dans l'air, la façon dont les câbles sont positionnés. Vous avez essayé de démarrer ce moteur combien de fois ces dernières semaines? Marc répondit, tous les jours, au moins 3 ou 4 fois. Et quel était son comportement? Il démarrait mais calait ensuite? Il ne démarrait pas du tout. Il faisait un bruit spécifique? Il démarrait, fonctionnait quelques secondes, puis commençait à tousser et calait, expliqua Marc, intrigué par la précision des questions. Antoine hocha la tête, comme si cette information confirmait un soupçon. Il fit le tour du camion, s'accroupissant à certains endroits spécifiques, observant des détails qui ne signifiaient apparemment rien pour les autres, mais qui pour lui racontaient une histoire claire. « Je peux regarder sous le camion ?» demanda-t-il. Charles-Édouard souffla avec impatience. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous arrêtez de me faire perdre mon temps avec ce théâtre. » Antoine s'allongea sur le sol poli du garage, glissant son corps dépenaillé sous le véhicule. Ses doigts expérimentés parcoururent les câbles, les connexions, les points de soudure. Après quelques minutes, il sortit de sous le camion et demanda à ouvrir le capot. « Marc, pouvez-vous me prêter une petite lampe de poche ?» Le chef mécanicien hésita un instant, regardant Charles-Édouard pour approbation. Quand le patron fit un signe d'impatience, Marc lui tendit une petite lampe LED. Antoine se pencha sur le moteur, dirigeant la lumière vers des points spécifiques. Ses mouvements étaient précis, méthodiques, révélant une familiarité avec ce type d'équipement qu'il était impossible de feindre. Après quelques minutes, il se redressa, une lueur différente dans ses yeux. « J'ai trouvé le problème. »« Déjà ?» Charles-Édouard ne put cacher la surprise dans sa voix. « Faisceau électrique qui alimente le capteur de régime du vilebrequin. Soudure sèche sur la connexion numéro 15. » Antoine pointa un point spécifique du moteur. La soudure est visuellement parfaite, mais à l'intérieur, elle est compromise. Elle crée une résistance intermittente qui embrouille le module d'injection. Le moteur reçoit un signal de régime irrégulier et passe en mode de protection. Le silence qui suivit fut absolu. Charles-Édouard cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. C'était un diagnostic extrêmement spécifique, trop technique pour être une simple supposition chanceuse. Marc s'approcha du moteur, dirigeant sa propre lampe vers le point indiqué par Antoine. « Je n'avais jamais pensé à vérifier les soudures individuelles du faisceau, » murmura Marc, plus pour lui-même. « Nous avons toujours supposé que si le faisceau était remplacé, toutes les connexions seraient parfaites. »« Le faisceau a été remplacé par une pièce d'échange standard ?» demanda Antoine. « Oui, » confirma Marc, sa voix révélant une excitation croissante. « Comment le saviez-vous » ? Les pièces d'échange standard conservent parfois des soudures d'origine défectueuse, qui ne sont pas détectées lors de l'inspection visuelle. C'est un problème connu mais rare. La plupart des mécaniciens ne le rencontrent jamais de toute leur carrière. Charles-Édouard s'approcha du groupe réuni autour du moteur. Son expression avait changé, passant de l'arrogance initiale à un mélange de scepticisme et de curiosité grandissante. Même si votre diagnostic est correct, comment comptez-vous le prouver ? Comment allez-vous confirmer une soudure sèche sans équipement spécifique ? Antoine sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans le garage. C'était un sourire fatigué mais sincère, avec un fer à souder ordinaire et 5 minutes de travail. Si je me trompe, vous avez perdu 5 minutes. Si j'ai raison, vous avez récupéré un camion qui vaut plus de 100 000 €. Et si vous endommagez quelque chose? Alors vous pouvez appeler la police et me faire arrêter pour vandalisme. J'assume l'entière responsabilité. Charles-Édouard regarda Marc, qui hocha la tête presque imperceptiblement. L'homme d'affaires prit une profonde inspiration. 4 mois d'échecs avaient épuisé toutes ses options conventionnelles. Il était peut-être temps d'essayer quelque chose de complètement différent, même si cela venait d'une source aussi improbable. « Très bien, » dit-il finalement, « mais je veux que vous soyez tous témoins. Si ça tourne mal, cet homme répondra de tous les dommages causés. » Marc alla chercher un fer à souder et revint quelques minutes plus tard. Antoine testa la température de l'outil, ajusta quelques réglages et se pencha à nouveau sur le moteur. Ses mouvements étaient précis, sûrs, révélant une dextérité qui ne pouvait venir que de décennies de pratique.
Il travailla en silence absolu pendant environ 3 minutes, refaisant une soudure spécifique sur le faisceau électrique. Quand il eut terminé, il nettoya soigneusement la zone avec un chiffon et s'éloigna du moteur. « C'est fait. Maintenant, vous pouvez essayer de démarrer. » Charles Edward regarda Mark qui se dirigea vers la cabine du camion. Le chef mécanicien hésita un instant, la clé à la main, conscient que ce serait un moment décisif. Si le moteur fonctionnait, tout changerait. S'il ne fonctionnait pas, cet homme dépenaillé serait expulsé du garage et ne serait plus jamais pris au sérieux. Mark tourna la clé. Le moteur toussa 1 fois, 2 fois. Puis avec un rugissement puissant qui résonna dans tout le garage, le Scania revint à la vie. Le bruit était parfait, constant, sans les ratés qui avaient tourmenté les mécaniciens pendant des mois. Le tableau de bord s'alluma normalement. Tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. Le garage entier resta silencieux pendant quelques secondes, tout le monde se regardant comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Puis Marcel se mit à applaudir, suivi par d'autres employés. Marc descendit de la cabine avec un immense sourire, tendant la main à Antoine. « Mon Dieu !» murmura Charles-Édouard, sa voix presque inaudible. 4 mois. 4 mois de recherche, et la solution était dans une soudure qui a coûté 1 euro à refaire. Antoine coupa le moteur et s'éloigna du camion. Il y avait une expression de satisfaction tranquille sur son visage, mais aussi quelque chose de plus profond, le sentiment d'avoir retrouvé, ne serait-ce que pour quelques minutes, une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue à jamais. Charles-Édouard s'approcha, sa posture complètement différente de l'arrogance initiale. « Vous avez vraiment réussi. Comment puis-je vous remercier? Combien voulez-vous » Antoine secoua la tête. « Je ne veux pas d'argent. » « Pas d'argent » Charles-Édouard fronça les sourcils, confus. « Alors que, voulez-vous » Antoine regarda autour du garage, ses yeux parcourant les équipements, les outils, les autres mécaniciens. Quand il parla, sa voix portait une vulnérabilité qui contrastait avec l'assurance technique qu'il avait démontrée. « Je veux travailler. Je veux une opportunité de montrer que je sais encore faire ce que j'ai toujours su faire. Je veux retrouver ma dignité. » Charles-Édouard resta silencieux pendant de longues minutes, regardant alternativement Antoine et le camion qui était revenu à la vie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait sincèrement confus, comme si le sol solide de ses certitudes s'était transformé en sable mouvant. Toute sa vision du monde avait été construite sur la croyance que le succès était le résultat de l'argent, de la technologie et de l'autorité. Mais là, il y avait un homme sans rien de tout cela, qui avait résolu en quelques minutes un problème qui avait vaincu les meilleurs spécialistes. « Travailler !» répéta Charles-Édouard, comme si le mot était étranger dans sa bouche. « Vous voulez travailler ici ?»« Oui !» répondit simplement Antoine. « Je sais que mon apparence n'inspire pas confiance, je sais que j'ai beaucoup à prouver. Mais donnez-moi une chance. 1 semaine. Si je ne démontre pas ma valeur, vous pouvez me renvoyer sans aucune charge. » Charles-Édouard regarda autour du garage. Ses employés observèrent la scène avec un mélange d'admiration et de curiosité. Marc était visiblement impressionné. Marcel semblait fasciné, et même Alain, le gardien, avait perdu sa posture hostile initiale. Mais accepter Antoine signifiait bien plus que simplement donner un emploi à un sans-abri. Cela signifiait admettre qu'il avait eu tort sur beaucoup de choses. « Vous n'avez pas de papier, pas d'adresse, probablement pas de compte en banque », dit Charles-Édouard, pensant plus à voix haute qu'en posant une question. « J'ai mes papiers », répondit Antoine, sortant de son sac en plastique, un livret de travail usé et une carte d'identité froissée. « Pour le reste, je peux régler ça rapidement si j'en ai l'opportunité. » Charles-Édouard prit les documents, les examinant attentivement. Antoine Dubois, 51 ans, originaire de Reims. Le livret de travail montrait effectivement un historique cohérent dans le domaine de la mécanique poids lourd, avec le dernier enregistrement datant de 5 ans chez Transports Méridionaux. Tout correspondait à ce que l'homme avait affirmé. Marc appela. « Charles-Édouard, avez-vous déjà entendu parler de Transports Méridionaux ?» Le chef mécanicien se gratta la barbe. « Oui, monsieur Olivier, c'était une grande entreprise spécialisée dans le transport de charges lourdes. Elle a fermé il y a environ 4 ans, si je ne me trompe pas. Problème financier. » Antoine baissa légèrement la tête. Le souvenir de la faillite de l'entreprise, où il avait consacré les meilleures années de sa vie, faisait encore mal.
Mais pas à cause de l'emploi perdu. À cette époque, Marie-Hélène était déjà malade, et il avait choisi de s'occuper d'elle à plein temps. La douleur venait de savoir qu'un lieu où il avait été respecté et valorisé avait simplement cessé d'exister, emportant avec lui une partie importante de son identité professionnelle. « Très bien, » dit finalement Charles-Édouard, « mais il y a des conditions. Premièrement, vous avez besoin de vêtements appropriés, d'une douche, d'un endroit où loger. Je ne peux pas avoir un employé avec cette apparence dans mon garage. Deuxièmement, une période d'essai d'1 semaine. Troisièmement, vous rendez compte directement à Marc et suivez toutes les règles de l'entreprise. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce mélange de soulagement et d'anxiété qui accompagne la perspective d'une nouvelle opportunité. « J'accepte toutes les conditions. » Charles-Édouard soupira, pas encore totalement convaincu qu'il faisait le bon choix. « Marc, emmenez-le acheter des vêtements de travail, utilisez ma carte d'entreprise. Ensuite, accompagnez-le pour trouver un endroit où se loger temporairement. Demain, à 7 heures du matin, je veux le voir ici, prêt à travailler. »« Oui, monsieur, » répondit Marc, qui semblait sincèrement enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés de quelqu'un possédant les connaissances techniques qu'Antoine avait démontrées. 2 heures plus tard, Antoine était méconnaissable. La douche dans le vestiaire du garage avait révélé un homme qui, malgré ses 51 ans et les marques d'une vie difficile, conservait encore la posture et la dignité de celui qui avait été respecté professionnellement. Les nouveaux vêtements de travail, un pantalon bleu marine, une chemise avec le logo du garage, des bottes de sécurité, avaient complètement transformé son apparence. Ses cheveux, coupés par un coiffeur que Marc connaissait, étaient maintenant grisonnants mais bien entretenus. « On dirait un autre homme », commenta Marcel quand Antoine revint au garage. « Je me sens comme un autre homme », répondit Antoine, sa voix chargée d'émotion. C'était la première fois depuis des années qu'il se regardait dans le miroir et ressentait quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Charles-Édouard observait tout à distance, luttant contre un mélange confus de sentiments. Une partie de lui était impressionnée par la transformation, une autre se demandait s'il avait pris la bonne décision. Plus troublant encore était la façon dont les autres employés réagissaient positivement à la présence d'Antoine. Il y avait une énergie différente dans l'air, comme si l'arrivée de cet homme avait introduit quelque chose de nouveau dans la dynamique du garage. Ce soir-là, Charles-Édouard quitta le travail plus tard, comme toujours, mais pour la première fois depuis des années, il ne rentra pas directement chez lui. Au lieu de cela, il s'arrêta dans un bar près du garage et commanda un verre de whisky. Il avait besoin de réfléchir, de digérer les événements de la journée, de comprendre pourquoi il se sentait si mal à l'aise avec sa propre générosité. Son téléphone portable sonna. C'était Robert Mercier, le propriétaire du camion. « Charles-Édouard, comment avance la réparation de mon Scania ?»« Robert !» Charles-Édouard prit une profonde inspiration. « J'ai une bonne nouvelle. Votre camion fonctionne parfaitement. Vous pouvez venir le chercher demain. » Le silence à l'autre bout du fil dura quelques secondes. « Il fonctionne ? Après 4 mois ? Que s'est-il passé ?» Un de mes mécaniciens a identifié le problème. C'était une panne très spécifique que les équipements de diagnostic ne détectaient pas. « Un mécanicien ? Je pensais que vous aviez déjà épuisé toutes les options avec votre équipe. » Charles-Édouard hésita. Comment expliquer que la solution était venue d'un sans-abri qu'il avait engagé quelques heures plus tôt? « Nous avons un nouveau professionnel, très expérimenté. »« Excellent. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je passerai demain récupérer le véhicule et régler la facture. » Charles-Édouard raccrocha et but une autre gorgée de whisky. Le mensonge était sorti naturellement, mais il le dérangeait. Pourquoi avait-il honte d'admettre la vérité? Pourquoi était-il si difficile de reconnaître que la solution était venue de quelqu'un que la société considérait comme un raté? Pendant ce temps, Antoine était allongé sur le lit simple d'un petit hôtel que Marc l'avait aidé à trouver. C'était le premier toit qu'il avait depuis des années, le premier lit avec des draps propres, le premier moment de véritable intimité depuis qu'il avait tout perdu. Il regardait le plafond sombre, s'autorisant à ressentir quelque chose qu'il avait évité pendant longtemps, l'espoir. Il sortit de son sac la photo jaunie qu'il portait toujours sur lui. C'était une image de Marie-Hélène, prise lors du dernier Noël qu'ils avaient passé ensemble.
quand elle souriait encore malgré la maladie. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion complexe mêlant nostalgie, gratitude et détermination. « J'ai réussi, mon amour », murmura-t-il à la photo. « J'ai eu une chance. Je vais faire en sorte que ça marche cette fois. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui croient encore que les gens peuvent recommencer. » Le lendemain matin, Antoine arriva au garage 15 minutes avant l'heure. Charles-Édouard était déjà là, buvant son café et observant l'agitation du boulevard à travers la fenêtre. Quand il vit Antoine entrer, il ressentit à nouveau ce mélange étrange d'admiration et de malaise. « Bonjour, monsieur Olivier », salua respectueusement Antoine. « Bonjour, bien dormi ?»« J'ai bien dormi », sourit Antoine. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi dans un vrai lit. » L'honnêteté simple de la réponse toucha Charles-Édouard plus qu'il ne s'y attendait. Il y avait quelque chose dans la posture d'Antoine, respectueuse mais pas soumise, reconnaissante mais pas rampante, qui le forçait à repenser beaucoup de ses attitudes habituelles avec ses employés. Marc arriva quelques minutes plus tard et se dirigea immédiatement vers Antoine. « Prêt à découvrir notre routine ?» Le premier jour de travail d'Antoine fut une révélation pour tout le monde au garage. Il ne démontrait pas seulement une connaissance technique exceptionnelle, mais aussi une méthodologie de travail qui impressionnait par son efficacité et son soin. Il observait chaque service pendant quelques minutes avant de suggérer des améliorations, posait des questions qui révélaient des aspects des problèmes que d'autres n'avaient pas considérés et traitait chaque véhicule avec le respect de celui qui comprenait que derrière chaque machine, il y avait des gens qui dépendaient de son fonctionnement. « Antoine », appela Marcel dans l'après-midi, « tu peux jeter un œil à cette Volkswagen ? Elle a un problème d'injection électronique et je n'arrive pas à trouver la cause. » Antoine s'approcha du véhicule et répéta son rituel. Il observa, écouta, toucha. Après quelques minutes, il identifia que le problème ne venait pas de l'injection électronique, mais d'une soupape d'admission d'air partiellement obstruée par des résidus d'huile. La réparation prit 20 minutes et coûta une fraction de ce qui aurait été nécessaire si le diagnostic initial avait été correct. Charles-Édouard observait tout à distance, se sentant de plus en plus mal à l'aise avec ses propres réactions. Une partie de lui était sincèrement impressionnée par la compétence d'Antoine, mais une autre partie ressentait de la rancœur face à la façon dont les autres employés admiraient clairement leurs nouveaux collègues. Pendant des années, il avait été l'autorité technique suprême du garage, même sans être mécanicien. Maintenant, il réalisait qu'il y avait quelqu'un avec une connaissance bien supérieure à la sienne, quelqu'un qui gagnait le respect par la compétence, non par la position hiérarchique. À la fin de la première journée, Marc s'approcha de Charles-Édouard. « Monsieur Olivier, puis-je vous parler en privé ?» Les deux hommes se dirigèrent vers le bureau et Marc ferma la porte. « Je voulais vous féliciter pour la décision d'embaucher Antoine. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un avec autant de connaissances pratiques. Il a résolu 3 problèmes aujourd'hui qui auraient probablement pris des jours à être diagnostiqués correctement. » Charles-Édouard hocha la tête, mais son expression restait tendue. « C'est un bon professionnel, » admit-il à contre-cœur. « Plus que ça, monsieur Olivier, il enseigne des choses à l'équipe. Marcel a appris aujourd'hui une technique de diagnostic que je n'avais jamais vue. Le personnel est motivé et travaille avec plus de précision. C'est comme s'il avait élevé le niveau technique de tout le garage. » Charles-Édouard savait que Marc avait raison, mais l'entendre à voix haute le dérangeait profondément. « Ce n'est qu'un employé de plus, Marc. Ne nous emballons pas. » Marc perçut la tension dans la voix de son patron et décida de ne pas insister. Mais en sortant du bureau, il ne comprenait pas pourquoi Charles-Édouard semblait si mal à l'aise avec quelque chose qui était clairement positif pour l'entreprise. Au cours des jours suivants, la présence d'Antoine au garage continua de générer des transformations subtiles mais significatives. Les employés travaillaient avec plus de confiance, sachant qu'ils avaient quelqu'un d'expérimenté à consulter en cas de besoin. Les clients commencèrent à remarquer l'amélioration de la qualité des services, ce qui se traduisit par des éloges et des recommandations. Même de petits détails, comme l'organisation des outils et le nettoyage des pièces avant l'installation, s'améliorèrent grâce à l'exemple d'Antoine. Mais Charles-Édouard se sentait de plus en plus isolé. Il avait créé un environnement de travail basé sur la peur et une hiérarchie rigide,
où son autorité n'était jamais remise en question. Maintenant, il réalisait que cette autorité était plus fragile qu'il ne l'imaginait, soutenue davantage par le pouvoir économique que par un respect sincère. Voir comment les employés réagissaient naturellement au leadership technique d'Antoine le faisait remettre en question tout ce qu'il avait construit. Le jeudi de la première semaine, un problème plus sérieux mit véritablement à l'épreuve les compétences d'Antoine. Un client apporta un camion Mercedes avec une panne intermittente du système de freinage. C'était exactement le genre de problème qui pouvait causer de graves accidents s'il n'était pas résolu correctement. 3 mécaniciens avaient tenté d'identifier la cause, mais la panne ne se produisait que sporadiquement, rendant le diagnostic extrêmement difficile. Antoine passa toute la matinée à étudier le véhicule, non seulement les freins, mais tout le système hydraulique et électrique connexe. Il fit décrire au client en détail quand et comment la panne se produisait, quel type de charge le camion transportait, quels itinéraires il empruntait habituellement. Ensuite, il partit pour un essai sur route avec le véhicule, ce que les autres mécaniciens n'avaient pas fait. 2 heures plus tard, il revint avec le diagnostic. Un capteur de pression du système ABS avait un fonctionnement intermittent en raison d'un problème de mise à la masse. Le défaut ne se manifestait que dans des situations spécifiques de charge et de température, expliquant pourquoi il était si difficile à reproduire au garage. La réparation fut complexe, exigeant le remplacement non seulement du capteur, mais aussi de tout le faisceau de mise à la masse du système. Antoine travailla méticuleusement pendant 3 heures, testant chaque connexion, calibrant le système, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Quand il eut terminé, le camion était plus sûr qu'à sa sortie d'usine. Charles-Édouard avait observé tout le processus, d'abord sceptique, puis impressionné, et finalement troublé par la qualité exceptionnelle du travail. Lorsque le client testa le véhicule et fit des éloges dithyrambiques sur le garage, promettant de recommander leur service à d'autres entrepreneurs du secteur, Charles-Édouard ressentit un mélange complexe de fierté et de ressentiment. Ce soir-là, après le départ de tous les employés, Charles-Édouard resta seul dans le garage, réfléchissant à la semaine qui venait de s'écouler. Antoine avait dépassé toutes les attentes, démontré une valeur incontestable, gagné le respect sincère de l'équipe. Selon la logique commerciale, il aurait dû se réjouir. Il avait trouvé un employé exceptionnel, amélioré la qualité des services, augmenté la satisfaction des clients. Mais au lieu de joie, il ressentait une inquiétude profonde qu'il ne parvenait pas à expliquer complètement. Charles-Édouard passa une nuit blanche, arpentant sa maison comme un fantôme agité. Sa villa de Neuilly-sur-Seine, qui avait toujours été son symbole de réussite, semblait étrangement vide cette nuit-là. Chaque pièce luxueuse résonnait d'un silence qui le dérangeait profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne trouvait aucune satisfaction dans les biens matériels qui l'entouraient. La piscine illuminée, le jardin impeccablement entretenu, les voitures importées dans le garage, tout semblait vide de sens. Sur la table de son bureau personnel, il y avait une photo encadrée de sa fille, Béatrice, qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans. Elle s'était éloignée après une terrible dispute sur les valeurs, sur la façon dont il traitait ses employés, sur son obsession pour l'argent et le statut. « Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus, papa », avaient été ses derniers mots avant de couper les ponts. À l'époque, Charles-Édouard avait interprété cela comme une rébellion juvénile. Maintenant, il commençait à comprendre qu'elle avait peut-être raison. Le vendredi, dernier jour de la semaine d'essai d'Antoine, Charles-Édouard arriva au garage déterminé à trouver des failles dans le travail du nouvel employé. Il avait besoin d'une justification pour le renvoyer, d'un moyen de reprendre le contrôle total de la situation. Mais en observant Antoine travailler, sa détermination commença à s'effriter. L'homme ne travaillait pas seulement avec une compétence exceptionnelle, mais il transformait l'environnement autour de lui. Il enseignait patiemment à ses collègues plus jeunes, résolvait les conflits avec diplomatie, maintenait sa zone de travail impeccablement organisée. Plus troublante encore, les clients avaient commencé à demander spécifiquement ses services. Le garage était plus fréquenté qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Monsieur Olivier, » dit Marc pendant le déjeuner, « je dois vous communiquer quelque chose d'important. Antoine n'est pas seulement un bon mécanicien, il révolutionne notre façon de travailler. »
Hier, il m'a appris une technique de diagnostic qui va nous faire économiser des heures de travail sur des cas complexes. Le personnel apprend, se motive. Je n'ai jamais vu un environnement de travail aussi positif ici. Charles-Édouard sentit une pointe d'irritation. Ce n'est qu'un employé de plus, Marc. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Olivier, ce n'est pas juste un employé de plus. Il est spécial. Et je pense que vous devriez non seulement le garder dans l'équipe, mais lui donner plus de responsabilités. La suggestion frappa Charles-Édouard comme une gifle. Donner plus de responsabilités signifiait admettre publiquement qu'il avait trouvé quelqu'un de supérieur à lui en compétences techniques. Cela signifiait l'humilité, quelque chose qu'il avait évité de cultiver toute sa vie d'adulte. Cet après-midi-là, un événement inattendu força Charles-Édouard à affronter ses contradictions internes. Robert Mercier arriva au garage pour récupérer son camion, mais aussi pour rencontrer personnellement le mécanicien qui avait résolu le problème qui avait vaincu tous les experts. « Charles-Édouard, je veux rencontrer ce professionnel exceptionnel que vous avez embauché, » dit Robert en descendant de sa BMW blindée. « Un problème de 4 mois résolu en 20 minutes, c'est du génie. » Charles-Édouard sentit son estomac se nouer. Il ne pouvait pas éviter la présentation. « Robert, voici Antoine Dubois, notre spécialiste des moteurs poids lourds. » Robert tendit la main avec enthousiasme à Antoine. « Enchanté, Charles-Édouard m'a parlé de votre compétence technique. Où avez-vous travaillé avant ?»« Transports méridionaux, » répondit simplement Antoine. « 15 ans comme directeur technique. »« Méridionaux ? J'ai bien connu le propriétaire, Paul-Henri, une entreprise sérieuse des professionnels de premier ordre. » Robert regarda Charles-Édouard avec approbation. « Tu as pêché un gros poisson, mon ami. » Charles-Édouard força un sourire, mais son esprit était en ébullition. Il mentait par omission, cachant la véritable histoire d'Antoine, prétendant que c'était une embauche stratégique planifiée. L'hypocrisie de la situation le dérangeait profondément. Après le départ de Robert, qui fit des éloges dithyrambiques sur les services du garage et promit d'envoyer de nouveaux clients, Charles-Édouard s'enferma dans son bureau. Il devait enquêter. Il devait savoir exactement qui était Antoine Dubois, quelle était sa véritable histoire. Comment un homme aussi compétent avait pu se retrouver à la rue. Il appela un détective privé qu'il utilisait parfois pour enquêter sur ses employés. « Je veux un rapport complet sur un homme nommé Antoine Dubois, ancien employé de Transports méridionaux. » 3 jours plus tard, le rapport arriva à son bureau. Charles-Édouard ouvrit l'enveloppe avec des mains nerveuses et commença à lire. Au fur et à mesure qu'il avançait dans les pages, son expression passait de la curiosité au choc, et du choc à quelque chose qui pourrait être décrit comme une profonde honte. Antoine Dubois avait bien été directeur technique chez Transports méridionaux, l'une des entreprises de logistique les plus respectées de Paris. Sa réputation professionnelle était impeccable, prix d'excellence technique, cours de spécialisation à l'étranger, lettres de recommandation enthousiastes. Il avait été marié à Marie-Hélène Dubois, institutrice pendant 22 ans. Mais la partie la plus touchante du rapport était l'histoire de ces dernières années. Marie-Hélène avait développé une forme rare de leucémie qui nécessitait un traitement expérimental coûteux. Antoine avait dépensé toutes ses économies, vendu sa maison, sa voiture, contracté de lourds emprunts pour payer le traitement. Quand elle est morte, il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi toute sa stabilité financière et émotionnelle. Le rapport décrivait sa lutte contre la dépression, l'alcoolisme qu'il avait consumé après la mort de sa femme, la perte progressive d'emploi, l'incapacité à maintenir des relations sociales. En 2 ans, il était passé d'un professionnel respecté à un sans-abri, ne portant qu'un sac avec ses affaires et une photo de sa défunte épouse. Charles-Édouard termina sa lecture les larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de pitié, mais de reconnaissance. Il était face à un homme qui avait tout sacrifié pour la personne qu'il aimait, qui avait affronté des pertes qu'il ne pouvait même pas imaginer et qui avait pourtant conservé sa dignité et sa compétence professionnelle intacte. Plus que cela. Même après avoir été traité par la société comme un déchet humain, Antoine ne montrait ni amertume ni ressentiment. Il travaillait avec joie, traitait tout le monde avec respect, enseignait patiemment aux plus jeunes. Ce soir-là, Charles-Édouard prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours.
Il convoqua une réunion d'urgence avec tous les employés du garage pour le lendemain matin. Il était temps de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, s'excuser publiquement et reconnaître ses erreurs. Le lundi matin, les 7 employés du garage se réunirent dans la salle principale, clairement curieux et un peu appréhensifs. Charles-Édouard n'avait jamais convoqué de telles réunions, et son expression sérieuse inquiétait tout le monde quant à de possibles mauvaises nouvelles. « Messieurs, » commença Charles-Édouard, la voix légèrement tremblante, « j'ai convoqué cette réunion pour parler de changements importants qui se produisent dans notre entreprise. Mais avant de parler de l'avenir, je dois reconnaître les erreurs du passé. » Le silence dans la salle était absolu. Antoine, qui se tenait debout près de ses collègues, observait Charles-Édouard avec une expression de curiosité respectueuse. Pendant des années, j'ai bâti cette entreprise sur l'autoritarisme, une hiérarchie rigide et, je dois l'admettre, un certain mépris pour ceux que je considérais comme inférieurs. Je croyais que mon autorité venait de mon patrimoine, de mon éducation formelle, de ma position sociale. Charles-Édouard marqua une pause, respirant profondément. J'avais tort. Marc échangea des regards surpris avec Marcel. Il n'avait jamais entendu leur patron faire la moindre autocritique. L'arrivée d'Antoine dans notre équipe m'a forcé à repenser tout ce que je considérais comme vrai sur la compétence. Le leadership, la valeur des gens. Il n'a pas seulement résolu un problème technique qui nous mettait en échec depuis des mois. Il a démontré que la vraie valeur d'un professionnel ne réside pas dans les diplômes ou l'apparence, mais dans la connaissance, le dévouement et le caractère. Charles-Édouard s'adressa directement à Antoine. « Antoine, je connais votre histoire. Je connais les pertes que vous avez subies, les sacrifices que vous avez faits pour votre femme, la manière injuste dont la vie vous a traité, et je sais aussi que, malgré tout cela, vous avez gardé votre dignité, votre compétence et votre humanité intactes. Vous m'avez appris plus en une semaine que je n'en ai appris en des années de succès commercial. » Antoine sentit ses yeux s'embuer. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un reconnaissait publiquement son humanité, qu'on voyait au-delà de l'apparence d'un ancien sans-abri pour voir le professionnel et la personne qu'il avait toujours été. « C'est pourquoi, continua Charles-Édouard, j'instaure des changements immédiats dans cette entreprise. Premièrement, fin de l'environnement autoritaire. Je veux que vous vous sentiez à l'aise pour faire des suggestions, remettre en question les décisions, proposer des améliorations. Deuxièmement, participation aux bénéfices pour tous les employés ayant plus de 6 mois d'ancienneté. Troisièmement, investissement dans la formation technique, avec des cours payés par l'entreprise. » La salle explosa en murmures de surprise et de satisfaction. C'étaient des changements que personne n'attendait, surtout venant de quelqu'un connu pour sa rigidité. « Et enfin, » Charles-Édouard regarda à nouveau Antoine, « je promeus Antoine au poste de superviseur technique avec une augmentation de salaire correspondante et une participation spéciale aux bénéfices. De plus, je veux qu'il coordonne un programme de formation interne, partageant ses connaissances avec toute l'équipe. » Antoine sentit ses jambes flageoler. Pendant des années, il avait rêvé d'une chance de recommencer, de prouver sa valeur, de retrouver sa dignité professionnelle. Mais il n'avait jamais imaginé qu'il serait accueilli avec autant de reconnaissance et de respect. « Monsieur Olivier, » dit-il d'une voix étranglée, « je ne sais pas comment vous remercier, mais je peux vous promettre que je ferai de mon mieux toujours. »« Je sais que vous le ferez, » répondit Charles-Édouard. « Et il y a encore une chose, je veux proposer un projet spécial. Antoine, connaissez-vous d'autres personnes en situation de rue qui ont une formation technique ?» Antoine réfléchit un instant. Pendant ces années dans la rue, il avait rencontré des ingénieurs, des techniciens, des professeurs, des professionnels de divers domaines qui avaient tout perdu à cause de circonstances variées, maladies, chômage, problèmes familiaux, dépression. J'en connais quelques-uns, oui. Pourquoi? Je veux créer un programme de réinsertion professionnelle, identifier des personnes compétentes techniquement qui sont temporairement en difficulté et leur donner la même opportunité que je vous ai donnée. Accepteriez-vous de coordonner ce programme? La question frappa Antoine comme un éclair. Non seulement il recevait une seconde chance, mais aussi l'opportunité d'aider d'autres à recevoir la même chance. C'était plus que ce dont il avait rêvé dans ses moments les plus optimistes. « Ce serait un honneur, » répondit-il, luttant pour contenir son émotion. Des mois passèrent. Le garage de Charles-Édouard se transforma complètement. La productivité augmenta de 20%.
La satisfaction des clients atteignit des niveaux records. L'ambiance de travail devint un exemple pour d'autres entreprises du secteur. Antoine se distingua non seulement comme superviseur technique, mais aussi comme mentor et leader naturel de l'équipe. Le programme de réinsertion professionnelle donna des résultats surprenants. 3 personnes en situation de rue, avec une formation technique, furent embauchées au cours des 6 premiers mois. Un ancien ingénieur en électronique, qui avait tout perdu dans un divorce traumatisant, devint spécialiste des systèmes automobiles électroniques. Un ancien professeur technique, qui était tombé en dépression après une retraite anticipée, devint responsable des formations internes. Charles-Édouard changea aussi personnellement. Il suivit une thérapie pour gérer ses problèmes d'autoritarisme et de préjugés sociaux. Il renoua avec sa fille Béatrice, qui fut impressionnée par les transformations de son père, et se rapprocha de nouveau de la famille. Il commença à consacrer une partie des bénéfices de l'entreprise à des projets sociaux de réinsertion professionnelle. Un vendredi après-midi, 6 mois après l'arrivée d'Antoine, Charles-Édouard le convoqua pour une conversation privée dans son bureau. « Antoine, il y a quelque chose que je veux vous proposer. Vous avez transformé cette entreprise, élevé notre qualité technique à un nouveau niveau, créé un programme social qui sert de modèle à d'autres entreprises. C'est pourquoi je veux vous offrir 15% des parts de l'entreprise. » Antoine resta silencieux pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Des parts de l'entreprise? Vous voulez dire que je deviendrai associé? » « Exactement. Associé minoritaire, mais associé, avec droit de participation aux décisions stratégiques, aux bénéfices, à tout. Vous le méritez, Antoine. Plus que ça. L'entreprise a besoin de vous non seulement comme employé, mais comme partenaire. » Antoine pensa à Marie-Hélène, imagina à quel point elle serait heureuse de voir qu'il s'était non seulement remis sur pied, mais qu'il avait prospéré au-delà de toute attente. Il pensa au chemin parcouru, des rues de la ville au bureau d'une entreprise prospère, se voyant offrir un partenariat. « J'accepte, dit-il finalement, mais à une condition. Je veux utiliser ma participation pour développer le programme de réinsertion. Je veux ouvrir un 2e garage spécialisé dans l'offre d'opportunités aux personnes que la société considère comme perdues. » Charles-Édouard sourit. C'était exactement le genre de réponse qu'il attendait d'Antoine. « Marché conclu. Nous en ferons le meilleur programme de réinsertion professionnelle du pays. » 1 an plus tard, l'histoire d'Antoine Dubois et de Charles-Édouard d'Olivier était devenue légendaire dans le secteur automobile parisien. Le garage n'était plus seulement une entreprise, mais un symbole que les secondes chances peuvent transformer des vies de manière extraordinaire. Antoine était devenu une référence en matière de formation technique, un conférencier lors d'événements d'entreprise sur les ressources humaines et la responsabilité sociale. Charles-Édouard, quant à lui, avait découvert que le vrai succès ne résidait pas dans la taille de son compte en banque, mais dans la capacité à transformer positivement des vies. Son entreprise était désormais connue non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour sa politique d'embauche humanisée et sa responsabilité sociale. Lors d'une cérémonie de remise de prix d'entreprise, un journaliste demanda à Charles-Édouard le secret du succès de sa transformation commerciale. « Le secret, répondit-il en regardant Antoine qui était au premier rang du public, c'est de comprendre que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, son adresse ou son histoire récente. Elle réside dans sa compétence, son caractère et sa capacité à contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Antoine n'a pas seulement sauvé mon camion, il m'a sauvé en tant que personne. » Ce soir-là, Antoine rentra dans son propre appartement, acheté avec sa participation aux bénéfices de l'entreprise, et regarda la photo de Marie-Hélène, maintenant encadrée dans un cadre en argent sur la table du salon. « On a réussi, mon amour, » murmura-t-il. « On a réussi à prouver que les chutes ne sont pas des fins, que les échecs ne définissent pas qui nous sommes, qu'il est toujours possible de recommencer quand on trouve des gens prêts à voir au-delà des apparences. » Dehors, la ville de Paris continuait son rythme frénétique, avec des millions de personnes courant après leurs rêves, leurs besoins, leurs urgences. Certaines passaient inaperçues sur les trottoirs, portant des couvertures et des sacs en plastique, invisibles pour une société qui préfère ne pas voir. Mais grâce à l'histoire d'Antoine et de Charles-Édouard, au moins certaines de ces personnes auraient la chance de découvrir que l'invisibilité n'est pas une fatalité, que la dignité peut être retrouvée,
et que parfois il suffit que quelqu'un choisisse de croire pour que des miracles se produisent. Le deuxième garage de l'entreprise fut inauguré 6 mois plus tard, spécialisé exclusivement dans l'offre d'opportunités aux personnes en situation de vulnérabilité sociale ayant une formation technique. La première année, 17 personnes furent réintégrées sur le marché du travail. La plupart d'entre elles devinrent des employés exemplaires. Certaines furent promues à des postes de supervision. 3 créèrent leur propre entreprise. La transformation était devenue un mouvement. D'autres entreprises du secteur commencèrent à adopter des politiques similaires. Les universités se mirent à étudier le cas comme un exemple de responsabilité sociale des entreprises. Le programme devint une politique publique municipale, puis régionale. Mais pour Antoine, le plus grand succès résidait dans les lettres qu'il recevait régulièrement de personnes qui avaient réussi à se réinsérer socialement grâce au programme. Des histoires d'hommes et de femmes qui avaient retrouvé leur famille, leur estime de soi, leur espoir en l'avenir. Chaque lettre était une confirmation que son propre parcours en avait valu la peine, que les nuits froides sur les trottoirs, la faim, l'humiliation, tout avait servi à le préparer à être un instrument de transformation dans la vie des autres. Dans l'une de ces lettres, un ancien ingénieur civil qui avait tout perdu dans une escroquerie financière et avait réussi à repartir de zéro grâce au programme écrivit « Antoine, vous ne m'avez pas seulement rendu un emploi, mais la conviction que j'avais encore de la valeur en tant que personne. Merci de m'avoir appris que les chutes peuvent être des tremplins pour des vols plus hauts. » Charles-Édouard gardait une copie de cette lettre sur son bureau avec des dizaines d'autres similaires. Elles étaient devenues sa source de motivation quotidienne, lui rappelant que le vrai succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en vie transformée, en espoir restauré, en dignité retrouvée. Le garage qui fut un jour le symbole de l'arrogance et de l'autoritarisme était devenu un phare d'espoir pour ceux qui croyaient que les gens peuvent changer, que les secondes chances fonctionnent, que la société peut être plus juste lorsqu'elle choisit de voir le potentiel humain au-delà des circonstances temporaires. Et tout avait commencé avec un homme dépenaillé qui avait osé franchir la porte vitrée d'un garage luxueux et dire simplement « Je sais quel est le problème du camion ». Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Antoine et de Charles-Édouard a profondément touché votre cœur, tout comme il a touché le nôtre en créant ce récit. Cette histoire nous rappelle qu'en chaque personne existe un potentiel extraordinaire qui n'attend qu'une opportunité pour briller, que les jugements basés sur les apparences peuvent nous faire perdre des trésors humains incalculables et que la véritable richesse réside dans notre capacité à transformer des vies par la compassion et la justice sociale. Si vous avez été ému par cette histoire de nouveau départ et de rédemption, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne et de partager dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Chaque jour, nous vous apportons des récits comme celui-ci, des histoires qui révèlent le côté le plus beau et le plus plein d'espoir de la nature humaine, qui nous inspirent à être de meilleures personnes et à construire une société plus juste et accueillante. À notre prochaine rencontre, où nous reviendrons avec une autre histoire qui réchauffera certainement votre âme et renouvellera votre foi en la bonté humaine.